Il y a des personnes qui sont en train de détruire votre vie en ce moment même et vous leur déroulez le tapis rouge. Le pire, c'est que vous croyez être une bonne personne en le faisant. Bienvenue dans Réveille ta psyché. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose une seconde. Combien de fois avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non? Combien de fois êtes-vous resté silencieux quand quelque chose vous dérangeait profondément? Combien de fois avez-vous sacrifié ce dont vous aviez vraiment besoin pour ne pas incommoder quelqu'un d'autre? Et maintenant vient la question qui fait vraiment mal. Combien de ces personnes pour lesquelles vous vous êtes sacrifié feraient la même chose pour vous? Attendez, avant que vous ne continuiez à penser que c'est une vidéo de plus sur le développement personnel, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai vu pendant des années en consultation. J'ai vu des personnes absolument bonnes, avec un cœur énorme, détruites émotionnellement, déprimées, anxieuses, aigries. Et quand nous approfondissons leur histoire, le même schéma apparaît toujours. Elles ont confondu être une bonne personne avec être une personne disponible pour tout le monde. Parce que voici le problème. Personne ne vous a enseigné la différence entre la bonté et l'intelligence émotionnelle. Personne ne vous a dit que vous pouviez être une personne extraordinaire sans avoir à vous donner par morceaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela. Nous allons parler de pourquoi arrêter d'être bon ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais quelqu'un qui comprend enfin comment fonctionnent vraiment les relations humaines. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous la stratégie spécifique que j'utilise en consultation pour aider les gens à établir des limites sans culpabilité. C'est quelque chose qui change littéralement des vies. Mais pour en arriver là, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous en êtes arrivé ici. Ah, et si ce thème résonne en vous, donnez-moi un j'aime pour que je puisse continuer à créer ce contenu. C'est une seconde pour vous, mais cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vu la semaine dernière en consultation. Une femme est arrivée, appelons-la Laura, 42 ans, ayant réussi professionnellement, avec une famille apparemment formidable. Elle est venue parce qu'elle passait des mois sans bien dormir, avec une anxiété qui ne la laissait pas respirer. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit quelque chose que j'ai entendu 1000 fois, c'est que je ne comprends pas pourquoi je me sens ainsi si ma vie va bien. Nous avons commencé à enquêter. Laura se levait à 6 heures du matin pour préparer des petits déjeuners élaborés pour sa famille. Elle arrivait au travail et était celle qui disait toujours oui aux projets supplémentaires. Lors des repas de famille, c'était elle qui organisait tout, nettoyait tout, s'assurait que tout le monde soit à l'aise. Ses amis l'appelaient à n'importe quelle heure pour leurs problèmes et elle était toujours disponible. « Mais c'est que je suis comme ça », m'a-t-elle dit. « Je suis une personne généreuse. » Et voici le problème. Laura n'était pas généreuse. Laura était terrorisée à l'idée qu'on la rejette si elle cessait de servir. Parce que voyez-vous, il y a une différence abyssale entre faire quelque chose par amour et le faire par peur. Quand vous faites quelque chose de véritablement généreux, vous vous sentez bien après. Il se peut que vous soyez fatigué, mais il y a une satisfaction interne. Mais quand vous le faites par peur du rejet, par besoin d'être accepté, vous restez vide, plein de ressentiment, épuisé. Et c'est ce que personne ne vous dit. La vraie bonté est sélective. Oui, vous avez bien entendu sélective, parce que vos ressources sont limitées, votre temps est limité, votre énergie émotionnelle est limitée, et quand vous la répartissez sans discernement, sans critères, sans intelligence, vous finissez sans rien pour vous-même. Pensez à votre énergie émotionnelle comme à une batterie. Chaque interaction, chaque faveur, chaque fois que vous dites oui, consomme de la batterie. Les personnes véritablement intelligentes émotionnellement savent avec qui il vaut la peine de dépenser cette batterie. Elles savent distinguer une demande légitime d'une manipulation déguisée en besoin. Mais vous, si vous êtes de ceux qui ont toujours été les bons, on ne vous a probablement jamais appris à faire cette distinction. On vous a appris que être bon signifiait être disponible.
que être généreux signifiait se sacrifier, que aimer signifiait souffrir. Et c'est un mensonge qui vous coûte votre santé mentale. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas né en étant excessivement complaisant. On vous a fait ainsi, et ce n'était pas nécessairement avec une mauvaise intention, mais c'était efficace. Depuis que vous étiez petit, on vous récompensait quand vous étiez bon, quand vous partagiez vos jouets, quand vous ne pleuriez pas, quand vous ne dérangiez pas, quand vous faisiez ce qu'on attendait de vous. Et on punissait de manière directe ou indirecte quand vous établissiez des limites, quand vous disiez « je ne veux pas », quand vous exprimiez de la colère, quand vous priorisiez vos besoins. Le message était clair. Votre valeur dépend de combien vous plaisez aux autres, et cela s'est installé dans votre cerveau comme un programme automatique. Votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, a appris que dire non équivalait à un danger. Danger de rejet, d'abandon, de ne plus être aimé. Et comme le cerveau est conçu pour éviter le danger par-dessus tout, il a automatisé le oui. Maintenant vous êtes adulte, mais ce programme continue de tourner en arrière-plan. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous demande quelque chose, même si vous ne voulez pas le faire, même si vous n'avez pas le temps, même si vous êtes déjà à la limite, vous ressentez cette pression dans la poitrine, cette voix qui vous dit « Si je dis non, il va penser que je suis égoïste. » Et vous finissez par dire oui encore une fois. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? Que les personnes qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous soyez leur esclave émotionnel. Les personnes qui vous apprécient vraiment respectent vos limites. Ce sont les personnes toxiques, les manipulatrices, les narcissiques, celles qui profitent de votre bonté automatique. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose sur les manipulateurs. Ils ont un radar incroyable pour détecter les personnes complaisantes. Ils peuvent le sentir à des kilomètres, et une fois qu'ils vous ont identifié, c'est comme si vous aviez mis un panneau sur votre front qui dit « Utilise-moi ». Alors, que signifie être intelligent émotionnellement au lieu de simplement bon? Être bon, c'est donner de l'argent à quelqu'un qui vous en demande pour la 3e fois ce mois-ci, bien que vous sachiez qu'il ne va pas vous le rendre et que vous soyez aussi juste économiquement. Être intelligent, c'est comprendre qu'aider quelqu'un à perpétuer son irresponsabilité n'est pas aider, c'est valider. Être bon, c'est rester cet après-midi au travail à faire le projet de votre collègue parce qu'il a beaucoup de stress, même si vous en avez aussi, et que ce soit déjà la 5e fois. Être intelligent, c'est reconnaître que votre temps et votre santé mentale comptent aussi et que dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Être bon, c'est maintenir une amitié toxique parce que nous sommes amis depuis des années. Bien que chaque fois que vous voyez cette personne, vous finissiez par vous sentir plus mal avec vous-même. Être intelligent, c'est comprendre que l'histoire partagée ne justifie pas la maltraitance présente. Vous voyez la différence? La bonté sans intelligence est autodestructrice. C'est comme avoir un cœur énorme, mais sans colonne vertébrale qui le soutienne. Et voici quelque chose que vous devez graver au fer rouge. Les personnes véritablement bonnes prennent soin d'elles-mêmes. D'abord, non pas par égoïsme, mais par responsabilité, parce qu'elles comprennent quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas donner à partir du vide. Vous avez vu les instructions de sécurité dans les avions, n'est-ce pas? En cas d'urgence, mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez par manque d'oxygène en essayant d'aider quelqu'un d'autre, il y a maintenant 2 personnes en danger au lieu d'une. La vie fonctionne exactement de la même manière. Quand vous êtes émotionnellement épuisé, déprimé, anxieux, plein de ressentiments parce que vous avez donné et donné sans recevoir, sans vous soigner, sans établir de limites, non seulement vous vous blessez, mais vous nuisez à votre capacité d'aider. D'aider sincèrement celui qui en a vraiment besoin. Je veux que vous fassiez un exercice d'honnêteté brutale avec vous-même. Maintenant même, je vais décrire quelques situations et je veux que vous notiez combien résonnent en vous. Vous vous sentez coupable quand vous dites non, même quand la demande est complètement déraisonnable. Cette culpabilité vous poursuit pendant des jours. Vous tournez en boucle dans votre tête.
Vous vous demandez si vous avez fait ce qu'il fallait, si l'autre personne sera fâchée contre vous, si vous devriez changer d'avis. Vous vous rendez compte que vos relations sont unidirectionnelles. Vous êtes toujours celui qui appelle, celui qui organise, celui qui s'inquiète, celui qui est disponible. Mais quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous allez mal, il y a un silence assourdissant. Vous avez peur du conflit au point que vous préférez souffrir en silence, plutôt que d'exprimer ce que vous pensez ou ressentez réellement. Vous avez normalisé le fait de tout avaler. Ce n'est rien, vous vous dites, alors qu'à l'intérieur, vous bouillonnez. Vous vous sentez épuisé la plupart du temps, mais vous ne pouvez pas identifier exactement pourquoi. C'est comme si votre énergie s'échappait par des fissures invisibles. Et c'est qu'elle s'échappe, elle s'en va dans toutes ces interactions où vous donnez plus que vous ne recevez. Vous avez perdu le contact avec ce que vous voulez vraiment parce que vous êtes toujours attentif à ce que les autres ont besoin ou attendent de vous. Si quelqu'un vous demandait maintenant « Que veux-tu ?», vous auriez du mal à répondre. Cela vous dérange profondément quand vous voyez d'autres personnes établir des limites avec facilité. Il y a une partie de vous qui les juge, qui pense « Quels égoïstes !» Mais en réalité, c'est de l'envie de leur liberté. Si vous vous êtes identifié à 3 ou plus de ces situations, vous devez écouter ce qui vient maintenant. Parce que vous êtes sur un chemin dangereux vers l'épuisement total. Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai vu trop de fois en consultation. L'épuisement par excès de bonté ne ressemble pas à un infarctus. Ce n'est pas dramatique, c'est progressif. C'est se réveiller un jour et ne plus se reconnaître. C'est regarder sa vie et se demander comment on a fini ici, entouré de personnes qui prennent et prennent, en se sentant seul alors qu'on est constamment disponible pour tout le monde. L'une des plus grandes peurs des personnes complaisantes est la suivante. Si j'établis des limites, je vais faire du mal aux gens que j'aime. Et ici, j'ai besoin d'être très clair avec vous. Oui, certaines personnes vont se fâcher quand vous commencerez à établir des limites. Mais attendez, avant que vous ne preniez peur et continuiez dans votre schéma habituel, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Les personnes qui se fâchent quand vous établissez des limites saines sont exactement les personnes avec lesquelles vous avez le plus besoin d'en établir. Laissez-moi répéter cela parce que c'est important. Les personnes qui se fâchent quand vous établissez des limites saines sont exactement les personnes avec lesquelles vous avez le plus besoin d'en établir. Les personnes qui vous aiment sincèrement, les personnes émotionnellement saines, respectent vos limites. Il se peut qu'initialement, elles ne comprennent pas, qu'elles soient surprises parce que vous aviez toujours été d'une certaine manière, mais elles le respectent et peuvent même se réjouir pour vous parce qu'elles voient que vous vous priorisez. Mais les personnes qui se mettent en colère, qui vous manipulent par la culpabilité, qui vous disent que vous avez changé de façon négative, qui menacent de s'éloigner, ces personnes n'étaient pas dans votre vie parce qu'elles vous appréciaient. Elles étaient là parce que vous leur étiez utile. J'ai eu un patient, je vais l'appeler Miguel, qui passait des années à prêter de l'argent à son frère. Chaque mois, c'était une urgence différente. Chaque mois, son frère promettait de rendre l'argent et ne le faisait jamais. Miguel est arrivé en consultation avec une dépression sévère, endetté, incapable d'avancer dans sa propre vie parce qu'il sauvait constamment son frère. Nous avons travaillé sur l'établissement de limites. Il lui a fallu des mois pour rassembler le courage de dire à son frère « Je ne peux plus continuer à te prêter de l'argent. Je t'aime, mais j'ai besoin de prendre soin de ma propre stabilité financière. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Son frère a explosé. Il lui a dit qu'il était un égoïste, comment il pouvait faire ça à la famille, qu'il avait toujours été là pour Miguel. Ce qui était complètement faux. Il a cessé de lui parler pendant des mois, et Miguel s'est senti très mal. Il est arrivé en consultation en disant « Tu vois, je savais que ça allait arriver. J'ai détruit ma relation avec mon frère. » Mais 6 mois plus tard, quelque chose a changé. Son frère, qui n'avait jamais eu à affronter les conséquences de son irresponsabilité, a finalement dû le faire. Il a dû chercher de vraies solutions.
Et bien que la relation ait mis du temps à guérir, finalement son frère est revenu, mais différent, avec plus de respect, avec plus de responsabilité. La limite n'a pas détruit la relation, elle l'a sauvée, parce que vous ne pouvez pas avoir une relation réelle avec quelqu'un qui ne vous voit que comme une ressource. Mettons-nous un peu technique ici, parce que je crois que comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, cela va vous aider à avoir de la compassion envers vous-même. Quand vous avez été conditionné dès petit à être complaisant, votre amygdale, qui est le centre de la peur dans votre cerveau, s'active quand vous anticipez de dire non. C'est une réponse de menace réelle. Votre corps ne distingue pas entre la peur d'un lion et la peur du rejet social. Les deux activent les mêmes routes neuronales. Alors, quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous voulez dire non, votre amygdale s'allume comme un sapin de Noël. Vous commencez à ressentir de l'anxiété, votre cœur s'accélère, vos mains transpirent, votre cerveau crie « danger ». Et puis vient le cortisol, l'hormone du stress, il explose et votre cerveau rationnel, votre cortex préfrontal, se retrouve kidnappé par cette réponse de peur. Vous ne pouvez plus penser clairement. Vous voulez seulement que cette sensation d'inconfort disparaisse le plus vite possible. Et quelle est la façon la plus rapide de la faire disparaître? Dire oui, plaire. Immédiatement, vous ressentez un soulagement. Votre cerveau interprète « je suis en sécurité ». Mais voici le problème. Ce soulagement est temporaire parce que maintenant, vous devez accomplir quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Maintenant, vous avez du ressentiment, de la frustration, de l'épuisement, et tout cela s'accumule. C'est un cercle vicieux, et chaque fois que vous le répétez, vous renforcez ces routes neuronales. Vous rendez plus forte la connexion entre dire non égale danger et dire oui égale sécurité. Mais savez-vous quoi? Le cerveau est neuroplastique, il peut changer. Vous pouvez créer de nouvelles routes neuronales, mais ce ne sera pas confortable. Pas au début. Vous allez devoir tolérer cet inconfort, cette peur, cette anxiété qui vient quand vous commencez à établir des limites. Et il est important que vous le sachiez. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas chez vous, parce que vous ressentez cette anxiété. C'est complètement normal, vu votre histoire. Ce dont vous avez besoin, c'est de pratiquer, de vous exposer graduellement à dire non et de permettre à votre cerveau d'apprendre. D'apprendre que vraiment, il ne se passe rien de terrible. Parce que la vérité est que la plupart du temps, quand vous dites non, il ne se passe rien de catastrophique. La personne peut être déçue momentanément, mais elle continue. Elle cherche une autre solution et votre relation avec elle n'est pas détruite. De fait, souvent elle s'améliore parce que vous commencez à avoir des rapports depuis un lieu plus honnête. Maintenant, parlons de quelque chose que vous devez apprendre à détecter d'urgence, si vous voulez protéger votre énergie. Les vampires émotionnels ne sont pas des personnes nécessairement mauvaises ou malicieuses, mais ce sont des personnes qui, consciemment et inconsciemment, se nourrissent de votre énergie, de votre temps, de vos ressources, sans réciprocité. Il y a différents types, et vous en reconnaîtrez probablement plusieurs. Il y a le nécessiteux chronique. Il a toujours une crise. Il a toujours besoin de sauvetage. Il appelle à n'importe quelle heure, et vous, étant la personne complaisante que vous êtes, vous répondez toujours. Vous l'écoutez pendant des heures. Vous lui donnez des conseils, vous lui prêtez même de l'argent ou votre temps, mais rien ne change. Les crises continuent parce qu'au fond, même s'il ne le reconnaît pas, ça l'arrange d'être le nécessiteux. Il reçoit de l'attention, du soin, des ressources. Pourquoi changerait-il? Ensuite, il y a le critique déguisé en personne inquiète. C'est la personne qui a toujours un commentaire sur ce que vous faites, comment vous paraissez, vos décisions. Mais elle l'enveloppe dans un « c'est que je m'inquiète pour toi ». Elle vous fait douter de vous-même constamment, et vous, voulant être bon, voulant maintenir la paix, vous acceptez ces critiques. Vous les acceptez sans questionner. Il y a aussi celui qui n'est jamais disponible pour vous, mais attend que vous le soyez toujours pour lui. Quand il a besoin de quelque chose, vous êtes son premier appel. Mais quand vous avez besoin de soutien, il a 1000 excuses. Il est occupé, il est fatigué, il traverse un mauvais moment, et vous, étant compréhensif, vous le justifiez toujours. Et peut-être le plus dangereux, le manipulateur émotionnel.
Celui-ci est expert pour vous faire culpabiliser. Il utilise des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, je pensais qu'on était de vrais amis. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste. » Il vous fait sentir que c'est vous le problème quand vous établissez la moindre limite. Tous ces types de personnes drainent votre énergie et si vous êtes trop bon, si vous n'avez pas de filtre, votre vie est pleine d'eux parce qu'ils vous cherchent. Ils savent qu'avec vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et voici quelque chose d'important que je vais vous dire maintenant, et je veux que vous l'écoutiez bien, parce que nous n'approfondirons cela qu'à la fin de la vidéo. Il y a une technique spécifique pour désactiver les vampires émotionnels sans entrer en conflit. C'est quelque chose que j'appelle la méthode du disque rayé, mais avec un tournant qui la rend infiniment plus efficace. Je vais vous l'expliquer en détail quand nous arriverons aux stratégies pratiques. Mais pour l'instant, vous devez savoir ceci. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à donner des explications élaborées, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit que votre nom est légitime. Je veux que nous pensions maintenant à quelque chose que nous ne considérons normalement pas, le coût réel d'être excessivement complaisant. Parce que ce n'est pas seulement que vous vous sentiez fatigué, ce n'est pas seulement que cela vous dérange. Parfois, le prix est beaucoup plus élevé que ce que vous avez probablement reconnu. D'abord, il y a le coût sur votre santé physique. Le stress chronique d'être toujours disponible pour tout le monde, de ne jamais dire non, d'avaler vos émotions, se manifeste dans votre corps. Maux de tête constants, problèmes digestifs, tension musculaire chronique, insomnie, système immunitaire affaibli. Votre corps tient le compte de tout ce que votre esprit essaie d'ignorer. Ensuite, il y a le coût émotionnel, anxiété, dépression, ressentiment. Vous devenez aigri, même si vous ne voulez pas l'admettre. Vous commencez à ressentir de la colère envers les mêmes personnes que vous essayez de satisfaire, et ensuite, vous vous sentez coupable de ressentir cette colère, ce qui crée plus d'anxiété. C'est un cycle destructeur. Il y a le coût dans vos relations significatives. Quand vous dépensez toute votre énergie pour des personnes qui ne vous apprécient pas, il ne vous reste rien pour celles qui le font. Votre partenaire, vos enfants si vous en avez, vos vrais amis, reçoivent les restes, reçoivent une version épuisée, irritable, émotionnellement absente de vous-même. Et peut-être le coup le plus douloureux de tous, vous perdez contact avec vous-même. Vous passez tellement de temps à vous demander ce dont les autres ont besoin que vous avez oublié de vous demander « De quoi ai-je besoin, moi ?» Vos rêves restent en pause. Vos objectifs deviennent secondaires. Votre vie devient une série d'attentes d'autrui à remplir. J'ai eu une patiente, je l'appellerai Carmen, qui à 55 ans est venue en consultation. Elle avait une crise existentielle profonde. Ses enfants étaient déjà adultes et indépendants. Son époux était décédé l'année précédente. Et soudain, elle s'est retrouvée seule pour la première fois depuis des décennies, avec du temps pour elle. Et elle s'est rendue compte de quelque chose de terrifiant. Elle ne savait pas qui elle était. Elle n'avait pas de hobby propre. Elle n'avait pas d'amitié qui soit vraiment à elle. Et non des extensions de son rôle d'épouse ou de mère. Elle ne savait pas ce qu'elle aimait faire de son temps libre parce qu'elle n'avait jamais eu de temps libre qu'elle ne dédiait pas à s'occuper de quelqu'un d'autre. « J'ai gaspillé ma vie », m'a-t-elle dit en larmes. « J'ai toujours été là pour tout le monde et maintenant que j'ai enfin du temps pour moi, je me rends compte que je ne sais pas qui je suis. » C'est ce que l'excès de bonté sans intelligence vous vole, votre propre vie. Si nous allons parler de comment arrêter d'être trop bon et commencer à être intelligent, nous devons confronter l'ennemi numéro 1, la culpabilité. La culpabilité est l'émotion qui garde les personnes complaisantes piégées dans leur schéma. C'est l'arme que les manipulateurs utilisent contre vous et c'est probablement la raison pour laquelle vous résistez. Parce que vous pensez, si je commence à dire non, si j'établis des limites, je vais être égoïste, je vais être une mauvaise personne. Alors j'ai besoin que nous comprenions quelque chose de fondamental sur la culpabilité. La culpabilité est une émotion utile quand vous avez fait quelque chose de véritablement mal, quand vous avez blessé quelqu'un intentionnellement, quand vous avez agi contre vos valeurs, quand vous avez causé un dommage.
Cette culpabilité saine vous motive à réparer, à demander pardon, à changer votre comportement. Mais il existe un autre type de culpabilité, la culpabilité toxique. La culpabilité que vous ressentez pour prioriser vos besoins, pour dire non, pour établir des limites saines. Cette culpabilité n'est pas basée sur quelque chose que vous avez fait de mal. Elle est basée sur la programmation que vous avez reçue, sur les attentes irrationnelles. Comment distinguez-vous la culpabilité saine de la culpabilité toxique? Demandez-vous, ai-je véritablement violé mes propres valeurs ou n'ai-je simplement pas rempli les attentes d'une autre personne? Ai-je causé un dommage réel ou ai-je simplement déçu quelqu'un parce que je ne me suis pas sacrifié? Si vous dites non à un ami qui vous demande de l'emmener à l'aéroport à 5 heures du matin alors que vous avez une présentation importante ce jour-là et que vous avez besoin de vous reposer, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez priorisé de façon appropriée. La déception qu'il puisse ressentir n'est pas votre responsabilité. Il peut chercher un taxi, un autre ami, les transports publics. Mais vous vous sentirez coupable parce que vous avez été programmé pour vous sentir ainsi. Et voici ce que vous devez faire. Vous permettre de ressentir cela. Ressentir cette culpabilité sans agir en conséquence. C'est crucial. La culpabilité est une émotion et les émotions vont et viennent. Vous n'avez pas à lui obéir. Vous pouvez ressentir de la culpabilité et tout de même maintenir votre limite. Vous pouvez reconnaître « je ressens de la culpabilité parce que c'est nouveau pour moi, parce que ça va contre ma programmation ». Et en même temps, savoir que vous faites ce qu'il faut. C'est inconfortable. Je ne vais pas vous mentir. Les premières fois que vous établissez des limites et ressentez cette culpabilité sans y céder, c'est comme être au milieu d'une tempête émotionnelle. Mais la tempête passe, et chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous tolérez cet inconfort et ne cédez pas, la culpabilité perd un peu de son pouvoir sur vous. Il y a autre chose que vous devez comprendre sur pourquoi c'est si dur. Pourquoi il vous en coûte tant d'arrêter d'être excessivement bon. C'est ce que j'appelle le piège de la fausse réciprocité. À un certain niveau, même si vous ne l'admettez pas consciemment, vous donnez en espérant recevoir. Vous donnez en espérant que l'autre personne apprécie votre sacrifice. Vous donnez en espérant que quand vous en aurez besoin, cette personne sera là pour vous de la même manière. Et quand cela n'arrive pas, quand vous avez besoin d'aide et que la personne pour laquelle vous vous êtes démené n'est pas disponible, cela fait mal d'une manière particulière. Vous vous sentez trahi, utilisé. Mais voici la vérité inconfortable. Si vous donnez depuis un lieu de besoin de validation, depuis la peur du rejet, vous n'êtes pas réellement en train de donner. Vous faites une transaction, et les transactions basées sur des attentes non communiquées. Elles finissent toujours en déception. Les personnes véritablement généreuses donnent sans tenir de compte. Elles donnent depuis un lieu d'abondance interne, pas de manque. Et le plus important, elles choisissent consciemment à qui et quand donner. Quand vous dites oui à tout le monde, vous n'êtes pas en train de choisir. Vous réagissez automatiquement depuis la peur. Et je vais vous dire autre chose. Les personnes qui vous apprécient sincèrement ne veulent pas que vous vous sacrifiez pour elles. De fait, elles se sentent mal à l'aise quand vous vous surmenez. Les personnes qui aiment votre sacrifice, qui l'attendent, qui l'exigent, celles-là ne vous aiment pas vous, elles aiment ce que vous leur donnez. Alors, après tout cela, comment commencez-vous à changer? Comment passez-vous de trop bon à intelligent émotionnellement? La première chose, et c'est fondamental, c'est que vous devez vous donner la permission de changer, la permission de prioriser, la permission de dire non, la permission de décevoir les autres, si c'est nécessaire, pour prendre soin de vous-même. Cela semble simple, mais pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à être le complaisant, le soignant, celui qui dit toujours oui, c'est révolutionnaire. C'est comme changer d'identité. Et dans un certain sens, je vous demande de le faire parce que votre identité a été liée au fait d'être la bonne personne, la serviable, celle qui est toujours là. Changer cela signifie redéfinir qui vous êtes. Alors commencez par de petites déclarations internes. Par exemple, je mérite de prendre soin de moi. Mes besoins comptent autant que ceux des autres.
Dire non ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je peux être bon et avoir des limites en même temps. Répétez ces affirmations, écrivez-les, parce que votre cerveau a besoin de commencer à créer de nouvelles routes neuronales qui soutiennent cette nouvelle façon de penser. Ensuite, commencez à observer. Ne changez rien encore, observez seulement. Notez combien de fois par jour vous dites oui quand vous voulez dire non. Notez comment votre corps se sent quand vous le faites. Notez quelles pensées viennent quand vous envisagez de dire non. Cette phase d'observation est importante parce qu'elle vous rend conscient de schémas qui jusqu'à présent ont été automatiques. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Après une semaine ou deux d'observation, commencez à expérimenter. Choisissez des situations à faible risque pour pratiquer le fait de dire non. Ne commencez pas par votre patron ou votre partenaire ou votre mère. Commencez par le vendeur qui vous offre une carte de fidélité, par la connaissance qui vous invite à un événement qui ne vous intéresse pas, par des situations où les conséquences de dire non sont minimales. Et quand vous le ferez, faites attention à ce qui se passe. La plupart du temps, il ne se passe rien de dramatique. La personne accepte votre non. Elle accepte et continue, et vous survivez à cet inconfort initial. Chaque petit succès, chaque fois que vous dites non et que le monde ne s'écroule pas, renforce votre capacité à le faire dans des situations plus importantes. Maintenant, l'une des plus grandes préoccupations qu'ont les gens quand ils commencent à établir des limites est « comment je dis non sans paraître froid ou insensible? Comment je garde mes relations intactes ?» Et la réponse est qu'il y a des façons de dire non qui sont fermes, mais aimables, qui établissent la limite sans attaquer l'autre personne. La première chose est de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous justifier longuement. De fait, plus vous vous justifiez, plus vous ouvrez la porte à la négociation. Vous donnez des raisons que l'autre personne peut essayer de réfuter. Au lieu de dire « je ne peux pas t'aider à déménager », au lieu de dire « je ne peux pas t'aider parce que je dois nettoyer ma maison et en plus j'ai promis d'appeler ma mère et j'ai aussi besoin de me reposer parce que j'ai eu une semaine lourde ». Dites simplement « je ne vais pas pouvoir t'aider pour le déménagement ». Si la personne demande pourquoi, vous pouvez dire « j'ai d'autres engagements ce jour-là ». Vous n'avez pas besoin d'élaborer quels engagements. Votre engagement peut être envers vous-même et c'est valide. Une autre stratégie est d'offrir une alternative qui ne vous coûte pas tant, mais seulement si vous voulez sincèrement le faire. Je ne peux pas t'aider pour tout le déménagement, mais je peux passer 1 heure l'après-midi si tu as encore besoin d'aide à ce moment-là. Mais voici la clé. Si vous ne voulez même pas faire cela, ne l'offrez pas. Vous n'êtes pas obligé. Un simple « je ne vais pas pouvoir » est suffisant. Et quand la personne insiste, quand elle essaie de vous faire culpabiliser, c'est là que vous utilisez ce que j'ai mentionné avant, la méthode du disque rayé. Vous répétez votre refus de façon calme, sans entrer dans des explications additionnelles, sans défensive. Je comprends que tu sois pressé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Je sais que tu préférerais que je dise oui, mais ma réponse est non. Je suis désolé, mais ce ne sera pas possible. Vous répétez le même message avec de légères variations, peu importe les arguments qu'on vous présente. Cela désamorce la manipulation parce qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher, rien à débattre. Et voici la partie que je vous ai promise, la technique complète que j'utilise en consultation. Elle s'appelle la méthode Dearman et vient de la thérapie dialectique comportementale. Décrivez la situation objectivement, sans jugement. Tu m'as demandé de te prêter de l'argent. Exprimez comment vous vous sentez ou quelle est votre position. Je me sens mal à l'aise à l'idée de prêter de l'argent parce que cela a créé des tensions dans notre relation par le passé. Affirmez ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. J'ai besoin de dire non à cette demande. Renforcez les conséquences positives du fait qu'il respecte votre limite. Cela va nous aider à maintenir une relation plus saine. Restez focalisé sur votre objectif. Ne vous laissez pas dévier vers d'autres sujets que l'autre personne pourrait amener. Paraissez confiant, même si vous ne le ressentez pas totalement. Votre langage corporel et votre ton de voix comptent. Négociez si c'est approprié, mais seulement si vous voulez vraiment le faire. Je ne peux pas te prêter d'argent, mais je peux t'aider à chercher d'autres options.
Cette technique vous donne une structure quand votre cerveau est en mode panique, parce que vous établissez une limite. Elle vous donne quelque chose à quoi vous raccrochez quand votre ancienne programmation vous crie de céder. Maintenant, arrivons à une partie inconfortable. Arrivons à une partie nécessaire. Quand vous commencez à établir des limites, quand vous arrêtez d'être la personne qui dit toujours oui, certaines relations vont changer et certaines vont se terminer. Les personnes qui étaient dans votre vie principalement parce que vous leur étiez utile vont s'éloigner, vont se fâcher, vont dire que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne et elles ont raison. Vous avez changé, mais pas pour le pire, pour le mieux. C'est douloureux de voir comment des personnes que vous pensiez être des amis s'évanouissent quand vous cessez d'être leurs ressources pratiques. Cela fait mal de se rendre compte que certaines relations familiales étaient basées sur votre disponibilité illimitée plus que sur un amour sincère. Mais voici la vérité libératrice. Ces relations n'étaient pas réelles. Elles n'étaient pas réelles dès le début, elles étaient transactionnelles et les maintenir vous coûtait votre bien-être. Quand vous nettoyez votre vie des personnes qui ne font que prendre, qui ne s'intéressent à vous que quand elles ont besoin de vous, vous créez de l'espace. De l'espace pour des relations plus profondes, plus réciproques, plus authentiques. Et je vais vous dire autre chose. Quand vous commencez à avoir des limites, vous attirez des personnes différentes. Vous attirez des personnes émotionnellement plus saines qui respectent les limites parce qu'elles en ont aussi. Vous attirez des personnes qui vous voient comme un être humain complet, pas comme une source de ressources. C'est comme si, en établissant des limites, vous installiez un filtre. Les personnes toxiques ne peuvent plus passer. Elles ne peuvent plus passer parce qu'elles ne peuvent pas vous manipuler. Seules les personnes sincères, celles qui vous apprécient pour qui vous êtes et non pour ce que vous faites pour elles, restent. Oui, votre cercle peut devenir plus petit, mais il devient infiniment plus précieux. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la solitude que vous pouvez ressentir durant ce processus de transition. Il peut y avoir une période où vous avez laissé partir des relations toxiques, mais n'avez pas encore construit de nouvelles relations saines. Cette période intermédiaire est difficile, mais elle est temporaire et elle est nécessaire. C'est comme quand vous nettoyez une blessure. Ça fait mal sur le moment, mais c'est ce qui permet de guérir correctement. Quand vous cessez de vous définir par combien vous donnez, par combien vous êtes disponible, par combien vous vous sacrifiez, une question terrifiante surgit. Qui suis-je alors? C'est peut-être la partie la plus profonde du processus. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à dire non. Il s'agit de redécouvrir qui vous êtes au-delà de votre rôle de soignant perpétuel. Et cela demande un travail interne. Cela demande que vous commenciez à vous poser des questions oubliées. Des questions que vous ne vous êtes peut-être pas posées depuis des années ou jamais. Qu'est-ce que j'aime faire quand je n'ai pas à m'occuper de quelqu'un? Quels sont mes rêves? Pas ceux que les autres ont pour moi, mais les miens propres. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Au début, ces questions peuvent générer un vide, un je ne sais pas, et c'est bien ainsi. C'est normal parce que vous avez passé tant de temps focalisé vers l'extérieur que vous avez déconnecté de votre monde interne. Mais vous pouvez vous reconnecter. Commencez par expérimenter, tester de nouvelles choses. Reprenez des hobbies que vous avez abandonnés parce que vous n'aviez pas le temps. Donnez-vous la permission d'explorer, sans avoir à être bon en quelque chose, sans avoir à servir quelqu'un avec cela. Lisez pour le plaisir. Marchez sans destination spécifique. Asseyez-vous dans un café en observant simplement. Écoutez de la musique qui vous émeut émotionnellement. Écrivez sans censure dans un journal. Ces activités vous reconnectent avec vous-même. Elles vous permettent d'écouter votre voix intérieure qui a été noyée par le bruit des besoins de tous les autres. Et à mesure que vous vous reconnectez, la magie opère. Vous commencez à trouver votre but réel, pas celui qui vous a été imposé. Vous commencez à vivre depuis un lieu d'authenticité au lieu de l'obligation, et depuis ce lieu d'authenticité, votre bonté devient plus puissante. Parce que maintenant, vous donnez par choix, pas par peur. Vous donnez depuis l'abondance interne, pas depuis le manque.
Et cela fait toute la différence. Je veux clarifier quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir égoïste. Je ne vous dis pas de ne jamais aider personne, de ne jamais être généreux, de ne jamais vous sacrifier. Ce que je vous dis, c'est d'être intelligent sur quand, comment et avec qui vous le faites. Parce qu'il y a des moments où le sacrifice est approprié. Il y a des personnes qui méritent votre générosité illimitée. Il y a des causes pour lesquelles ça vaut le coup. La différence est que maintenant vous choisissez consciemment, pas automatiquement par peur ou programmation. Quand votre enfant est malade et a besoin de soins constants, vous vous sacrifiez et vous le faites avec amour, sans ressentiment, parce que c'est votre choix conscient de prioriser quelqu'un qui dépend de vous. Quand votre meilleur ami, qui a toujours été là pour vous, traverse une crise réelle, vous lui dédiez du temps et de l'énergie. Et vous le faites avec plaisir, parce que c'est une relation réciproque, basée sur un amour sincère. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans une situation de véritable urgence, sans moyen pour s'en sortir, et que vous pouvez aider sans mettre en péril votre propre bien-être, vous aidez et vous le faites depuis la compassion sincère. L'équilibre est dans la discrimination. Dans la discrimination consciente, en vous demandant « Cette personne a-t-elle véritablement besoin de mon aide ou abuse-t-elle de ma disponibilité ?» Ce sacrifice vient-il de l'amour ou de la peur? Donner cela compromet-il mon propre bien-être de façon insoutenable? Et le plus important, est-ce que je donne ce dont cette personne a besoin ou ce que je crois qu'elle a besoin pour me valider moi-même? Parce que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est de ne pas le sauver, c'est de lui permettre d'affronter les conséquences de ses actions. C'est d'avoir confiance en sa capacité de résolution au lieu de le traiter comme un incapable. Le véritable amour, la véritable bonté se voient parfois comme de la cruauté pour celui qui est habitué à être sauvé, mais ça ne l'est pas. C'est du respect. C'est croire en la capacité de l'autre de grandir et d'apprendre. Changer des schémas qui ont été avec vous toute la vie n'est pas un processus linéaire. Il va y avoir des reculs, des moments où vous retomberez dans les anciens schémas, et cela ne signifie pas que vous avez échoué. Le changement réel est incrémental, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ce qui est important, c'est la direction générale. Ce n'est pas la perfection à chaque moment. Quand vous avez un recul, quand vous dites oui à quelque chose, alors que vous vouliez dire non, soyez compatissant envers vous-même. Ne vous punissez pas, reconnaissez-le simplement. Je suis tombé dans l'ancien schéma. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Peut-être reconnaissez-vous qu'avec certaines personnes, c'est plus difficile d'établir des limites. D'accord. Maintenant, vous le savez. Vous pouvez mieux vous préparer la prochaine fois. Vous pouvez pratiquer mentalement la conversation. Vous pouvez avoir votre réponse prête ou peut-être reconnaissez-vous que quand vous êtes fatigué ou stressé, votre capacité à maintenir des limites diminue. Alors vous savez que vous avez besoin d'être extra prudent dans ces moments-là. Peut-être avez-vous besoin de vous isoler temporairement. L'autoconnaissance est un pouvoir. Chaque échec est une information que vous pouvez utiliser pour être plus efficace à l'avenir et célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Vous avez dit non à une petite demande sans ressentir une culpabilité paralysante. C'est énorme. Vous avez maintenu une limite malgré la pression. Cela mérite reconnaissance parce que votre cerveau a besoin de renforcement positif. Il a besoin d'associer l'établissement de limites avec quelque chose de bon, pas seulement avec l'inconfort temporaire que cela génère. Quand vous commencez à vivre avec des limites saines, quand vous arrêtez d'être excessivement bon et commencez à être intelligent, quelque chose de beau arrive. Vous devenez libre, libre de l'anxiété constante d'essayer de plaire à tout le monde, libre du ressentiment qui vient de se sacrifier sans reconnaissance, libre de la culpabilité qui ne vous appartient pas, libre des relations qui vous drainent sans rien vous rendre. Et dans cette liberté, vous découvrez une paix que vous ne pensiez pas possible. Vous découvrez que vous pouvez dormir tranquille en sachant que vous avez honoré vos propres besoins. Vous découvrez que les relations qui restent sont plus réelles. Vous découvrez que votre énergie,
maintenant qu'elle n'est plus gaspillée pour des personnes et des situations qui ne la méritent pas, est disponible pour des choses qui importent vraiment, pour poursuivre vos rêves, pour nourrir les relations qui vous importent, pour grandir en tant que personne. Et vous découvrez quelque chose de paradoxal. Quand vous arrêtez d'essayer d'être bon pour tout le monde, vous devenez une meilleure personne. Parce que votre bonté est maintenant authentique, pas performative. Elle est choisie, pas obligée. Elle est durable, pas autodestructrice. Vous devenez un modèle de ce que signifie vivre avec intégrité, de ce que signifie respecter vos propres limites et celles des autres, de ce que signifie aimer depuis un lieu sain. Et les personnes dans votre vie, celles qui vous apprécient vraiment, le remarquent. Elles respectent plus la version de vous qui a des limites que la version qui disait oui à tout. Parce que maintenant, quand vous dites oui, elles savent que c'est sincère. Elles savent que c'est parce que vous voulez vraiment, pas parce que vous vous sentez obligé. Avant de terminer, je veux vous donner quelque chose d'extrêmement pratique, quelque chose que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui même, à cet instant, et qui va transformer complètement votre façon de vous lier aux autres et à vous-même. Ce sont trois questions simples mais dévastatrices de puissance que vous devez vous poser chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose. Chaque fois que vous ressentez cette pression familière de dire oui, chaque fois que vous êtes sur le point de tomber dans votre schéma automatique de complaisance. Et je vous préviens, ces trois questions vont vous déranger. Elles vont vous faire affronter des vérités que vous avez évitées, mais ce sont précisément ces vérités qui vont vous libérer. La première question est celle-ci. Si cette personne me disait non dans une situation similaire, est-ce que je continuerais à l'apprécier et à la respecter? Pensez-y vraiment. Si votre amie vous disait qu'elle ne peut pas vous prêter d'argent, si elle disait qu'elle ne peut pas parce qu'elle priorise sa stabilité financière, cesseriez-vous de l'aimer? Si votre collègue vous disait qu'il ne peut pas rester tard parce qu'il a des plans personnels, penseriez-vous que c'est une mauvaise personne? Bien sûr que non. Vous respecteriez sa décision. Vous comprendriez qu'il a le droit de prioriser ses besoins. Alors pourquoi supposez-vous que les autres ne vont pas vous respecter? Pourquoi croyez-vous que votre non est moins valide que celui de n'importe quelle autre personne? Cette question vous révèle quelque chose de crucial. Vous opérez avec un double standard. Vous donnez aux autres un droit que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-abandon. Quand vous vous poserez cette question et réaliserez que oui, vous respecteriez cette personne, alors vous comprendrez que votre peur du rejet est basée sur une supposition fausse. Les personnes qui en valent la peine vont vous respecter pour avoir des limites, elles ne vont pas s'éloigner pour cela. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous avez établi une limite, vous venez d'identifier quelqu'un qui ne méritait pas d'être dans votre vie dès le départ. C'est aussi simple que cela. La deuxième question est révélatrice. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir en disant oui? C'est profond, parce qu'au moment où quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ressentez cette compulsion de dire oui, il y a une émotion inconfortable que vous essayez d'éviter. Peut-être est-ce la peur qu'on pense que vous êtes égoïste. Peut-être est-ce l'anxiété de voir quelqu'un déçu. Peut-être est-ce la culpabilité de prioriser vos besoins. Peut-être est-ce la terreur d'être rejeté, de rester seul. Identifiez cette émotion, nommez-la, parce que quand vous la nommez, elle perd une partie de son pouvoir sur vous. Je dis oui parce que j'ai peur que ma mère me fasse me sentir coupable. D'accord. Maintenant, ce n'est plus une impulsion inconsciente, c'est une décision consciente basée sur la peur. Et quand vous le voyez aussi clairement, vous pouvez le remettre en question. Est-ce que je veux vraiment continuer à prendre des décisions basées sur l'évitement de la manipulation émotionnelle de ma mère? Est-ce que cela signifie vivre avec intégrité? Est-ce que cela m'amène vers la vie que je veux? Et voici l'important. Une fois que vous identifiez l'émotion que vous évitez, vous pouvez choisir de la ressentir de toute façon et tout de même dire non. Vous pouvez dire « je vais me sentir coupable ». Et c'est d'accord,
La culpabilité est juste une émotion, pas une directive. Je peux ressentir de la culpabilité et tout de même maintenir ma limite parce que je sais que c'est ce qu'il faut pour moi. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est se laisser porter automatiquement par la peur de l'émotion inconfortable. Répondre, c'est reconnaître l'émotion, accepter qu'elle soit là et choisir consciemment. Choisir votre action en vous basant sur vos valeurs, pas sur votre peur. Et la troisième question, la plus importante de toutes, dans un an, serai-je fier de la décision que je suis sur le point de prendre? Cette question vous sort du moment immédiat et vous met en perspective. Elle vous oblige à penser à votre moi futur, parce que voyez-vous, sur le moment, dire oui semble toujours plus facile. Cela soulage la tension immédiate, évite le conflit, maintient la paix superficielle. Mais dans un an, quand vous aurez dit oui 1000 fois de plus, quand vous serez encore plus épuisé, plus aigri, plus perdu, allez-vous être reconnaissant d'avoir cédé aujourd'hui? Ou allez-vous regretter de ne pas avoir eu le courage d'établir la limite quand vous en aviez l'occasion? Votre moi futur compte sur vous. Il attend que vous preniez des décisions aujourd'hui qui le libéreront demain. Et je vais vous dire autre chose sur cette question. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le regret, il s'agit de construire le respect de soi. Chaque fois que vous prenez une décision qui honore vos valeurs et vos limites, même si c'est inconfortable sur le moment, vous vous respectez davantage et ce respect de soi s'accumule. Il se transforme en confiance, en la certitude que vous pouvez compter sur vous-même pour prendre soin de vous. Mais chaque fois que vous vous trahissez, chaque fois que vous ignorez vos besoins pour éviter l'inconfort, vous érodez ce respect de soi et vous devenez quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, pas même vous-même. Alors, comment utilisez-vous ces trois questions dans la vie réelle? La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose, avant de répondre automatiquement, prenez une respiration, une seule. Et dans cette respiration, passez rapidement par les trois questions. Est-ce que je continuerai à respecter cette personne si elle me disait non? Oui, alors mon non est aussi respectable. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir? La peur qu'on pense que je suis indifférent. D'accord. Je peux ressentir cette peur et tout de même dire non si c'est ce qu'il faut. Dans un an, serai-je fier de cette décision? Si je dis oui par obligation et finis aigri, non. Si je dis non et maintiens mon intégrité, oui. Tout cela peut se passer en 10 secondes. Et ces 10 secondes peuvent changer le cours de votre vie. Parce qu'il ne s'agit pas d'une grande décision. Il s'agit de milliers de petites décisions. Et la somme de ces décisions, c'est votre vie. Vous pouvez commencer dès maintenant, aujourd'hui, avec la prochaine demande que vous recevrez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous avez juste besoin de faire une pause, de vous poser ces trois questions et de choisir consciemment. Et je vous garantis une chose, la première fois que vous l'utiliserez, la première fois que vous établirez une limite basée sur ces questions, vous vous sentirez bizarre, mal à l'aise, peut-être même coupable. Mais vous vous sentirez aussi autre chose, quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps. De la fierté, fierté de vous être respecté, fierté d'avoir agi avec intégrité, fierté d'avoir choisi le chemin difficile mais correct. Et cette fierté est la graine de votre transformation, parce que chaque fois que vous la ressentez, vous voulez la ressentir à nouveau. Et petit à petit, décision après décision, vous devenez quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a des limites claires, quelqu'un qui est bon avec intelligence, pas par obligation. Ces trois questions sont votre boussole, utilisez-les, faites-leur confiance et observez comment votre vie change. Parce que quand vous commencez à prendre des décisions depuis la conscience au lieu de la réaction automatique, tout change. Vos relations s'améliorent, votre énergie se récupère, votre vie commence à se sentir vraiment comme la vôtre et cela signifie vivre avec liberté. Écoutez, je sais que ce chemin n'est pas facile. Je sais qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné, de tout ce que vous avez cru. Mais je sais aussi ceci. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de donner sans recevoir. Vous en avez assez de vous sentir utilisé, invisible, excepté quand on a besoin de vous.
Vous êtes désespéré par un changement et le changement est à votre portée, mais il demande du courage. Il demande que vous soyez prêt à décevoir des personnes qui attendent votre disponibilité illimitée. Il demande que vous tolériez l'inconfort d'établir des limites quand tout votre être vous crie de céder. Il demande que vous redéfinissiez qui vous êtes au-delà de votre rôle de soignant. Il demande que vous croyiez que vous méritez de prendre soin de vous autant que vous soignez les autres. Et oui, vous méritez cela, même si personne ne vous l'a dit avant, même si vous avez passé votre vie à croire le contraire. Vous méritez des limites, vous méritez des relations réciproques, vous méritez de vivre une vie qui vous remplit au lieu d'une vie qui vous vide. Vous n'avez pas besoin d'être parfait en cela. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais vous devez commencer. Vous devez faire ce premier pas inconfortable de dire non quand vous voulez dire non. Et je vous promets ceci. Chaque fois que vous honorerez vos limites, vous deviendrez un peu plus libre, un peu plus vous-même, un peu plus capable d'expérimenter la vie que vous voulez vraiment vivre. Parce qu'au bout du compte, vous n'avez qu'une vie et vous la vivez maintenant. Chaque jour que vous passez à vous sacrifier pour des gens qui ne vous apprécient pas est un jour que vous ne récupérez pas. Alors, commencez aujourd'hui. Commencez petit s'il le faut, mais commencez. Et si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Non parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous avez besoin de rappels constants de ces principes durant ce travail. Vous avez besoin de contenu qui vous soutiennent dans ce processus de transformation. Donnez un j'aime pour que cela atteigne plus de personnes épuisées d'être trop bonnes. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci et laissez-moi un commentaire pour me dire quelle partie a le plus résonné en vous, ce qui vous coûte le plus dans l'établissement de limites. J'adorerais lire votre histoire et répondre personnellement. Parce que la communauté que nous construisons ici n'est pas juste pour consommer du contenu, c'est pour nous soutenir mutuellement. Votre commentaire m'aide à mieux vous servir et aide d'autres personnes à se sentir moins seules. C'est votre moment, votre point d'inflexion. Vous n'avez plus à vivre comme vous l'avez fait. Vous n'avez plus à porter l'attente d'être infiniment disponible pour tout le monde. Vous pouvez choisir différemment. Et je suis ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, pour vous donner les outils nécessaires, pour valider votre expérience et votre droit d'avoir des limites. Alors faites ce premier pas aujourd'hui, maintenant, et ensuite revenez me raconter parce que votre histoire compte. Votre transformation compte. On se voit dans la prochaine vidéo où nous approfondirons comment construire des relations saines depuis zéro. Vous apprendrez à identifier les bonnes personnes. Jusque-là, souvenez-vous. Arrêtez d'être trop bon ne vous rend pas mauvais. Cela vous rend humain, cela vous rend réel, cela vous rend libre.